Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Les médias à la une ce lundi, la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée au Sénégal sous les couleurs de la contestation. Les professionnels des médias exigent des changements profonds et radicaux. Des revendications entendues par le directeur de la communication en s'appuyant sur le nouveau code de la presse. Ousseynou Dieng dit croire à ces changements bientôt. Une autre manifestation également ce lundi, les soldats invalides voulaient marcher jusqu'au palais de la République. Eux aussi protestent contre de difficiles conditions de vie après avoir consacré des sacrifices pour l'intérêt de la nation. Les sports vont suivre dans la seconde partie de cette édition présentée par Pape Malick Diaw. Tous les ans, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai. Les journalistes sénégalais se sentent surexploités au sein des rédactions, persécutés sur le terrain. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui devant le ministère de la Communication, du rouge à perte de vue, et vous allez tout de suite le voir sur ces images. Et c'est pour dénoncer une précarité à tous les niveaux. Seynabou Babou et Moussa Fall. Ils sont venus en masse prendre part au sitting de la presse. La manifestation marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Habillés en t-shirt rouge, pancarte à la main, des cris sifflés qui fusent de partout, les journalistes ont marqué cette journée qui leur est dédiée. Très chers frères et sœurs, le président des Reporters sans frontières, Assane Diagne, estime qu'au regard des événements du mois de mars dernier, la liberté de la presse au Sénégal est de plus en plus bafouée. Nous avons noté au cours des 12 derniers mois, en tout cas depuis mars 2020, qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la liberté de la presse. On a vu que des signaux de radio et télé ont été coupés tout récemment, des organes de presse ont été agressés, des journalistes interpellés, agressés. Il y a des raisons de s'inquiéter, de se mobiliser pour mettre un terme à ces ajustements qui sont attentatoires à la liberté de la presse. Amadou Sabarba dénonce la précarité dans les entreprises de presse. Il exige de l'État l'application de la convention collective de la presse. Alors, ce que nous réclamons en tant que jeunes reporters, c'est l'application de la convention collective. Vous le savez, cette application va permettre aux jeunes reporters d'avoir de meilleures conditions de travail, d'avoir également, pouvoir bénéficier des, encore des cotisations à l'IPRES, mais également aussi des IPM. Et comme vous le savez, avec cette convention collective, on ne va plus assister à des stages à n'en plus finir. Comme il y a beaucoup de stagiaires qui sont dans les rédactions, des stages de 1 an, 2 ans, et ce n'est pas normal. Rosalie Ndiaye, présidente de l'association des femmes, va plus loin. Selon elle, les femmes journalistes sont mises à l'écart quand il s'agit de traiter certains sujets. La présence c'est tous les reporters, c'est tous les journalistes qui ont des problèmes. Mais aujourd'hui, on voudrait montrer que les femmes également ont des problèmes spécifiques qu'on a à régler. Mais le plus souvent, ces problèmes-là ne sont pas pris en compte dans les autres associations. Parce qu'on se rend compte que dans les rédactions, on laisse toujours les femmes en rade. On les donne des reportages tels que le marché et autres, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses, d'autres reportages, d'autres sujets intéressants que les femmes voudraient faire. Journalistes, caméramans, techniciens sont tous sortis ce lundi matin pour dénoncer leurs conditions de travail très précaires pour beaucoup. Ils réclament l'application de la convention collective, mais aussi le droit d'exercer librement leur profession. À la cause des techniciens que nous sommes, étaient également présents à ce sitting des acteurs de la société civile. L'aide à la presse, source de polémique, le coordonnateur du Forum civil Birahim Seck déclare qu'il faut publier la liste des bénéficiaires avec les montants reçus. Regardez. Vous êtes un pilier fondamental pour la démocratie sénégalaise. Vous vous confronterez à d'énormes difficultés, mais sachez que la société civile en général, le forum civil en particulier, est et sera toujours à vos côtés.
du point de vue également de la redevabilité, nous avons toujours demandé, et nous continuerons également à demander, que le ministère en charge de la communication publie la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse. Et le deuxième point, je vais terminer par cela, il y a des incitations fiscales qui ont été accordées par le gouvernement. Nous continuons également à demander à ce qu'il y ait une transparence, une redevabilité sur ces impôts qui ont été collectés des travailleurs, des journalistes que vous êtes. Et on ne sait pas si ces impôts sont tombés dans les poches des patrons de presse, ou bien ça a servi à acheter du matériel, ou bien également ça allait directement aux journalistes. Les régions ont aussi suivi l'exemple à Kaolack. Les professionnels des médias ont remis un mémorandum au gouverneur des solutions en vue, nous dit notre correspondant Adam Assar. Des journalistes qui arborent des brassards rouges, d'autres qui portent des t-shirts rouges, c'est le décor inhabituel ce lundi matin devant la gouvernance de Kaolack. Les journalistes de la région sont venus remettre leur mémorandum. Au total, 19 points de revendication. Le non-respect de la convention collective des professionnels de l'information et de la communication, la violation du droit à l'information, des lenteurs dans l'adoption de la loi d'accès universel à l'information, des lenteurs dans la promulgation des décrets d'application du tout nouveau code de la presse, le manque d'équipement pour le siège des journalistes de Kaolack, des difficultés d'accès aux informations dans les cités religieuses, un défaut de prise en charge médicale pour certains d'entre nous, absence de véhicules de fonction pour certains d'entre nous, absence également d'autres moyens logistiques. Le gouverneur de la région de Kaolack s'engage aux côtés des journalistes à apporter des solutions sur quelques points. Avec vous, notamment le problème de l'équipement du siège, je crois qu'on pourrait, avec nos différents partenaires, essayer donc de vous aider pour des chaises, pour des tables et autres. Je crois que ça, on va s'engager ensemble ici pour le faire. Je ne veux pas dire que je vais le faire seul. On va le faire ensemble. Je crois que vous m'avez chaque fois suivi quand il y a l'organisation des CRD préparatoires de ces gammes. J'ai toujours insisté pour que la presse puisse occuper donc une place de choix donc dans ces manifestations. Mais nous allons encore nous organiser. Nous allons encore nous organiser. On va avoir les formes appropriées, soit sous forme de badge, soit en tout cas sous forme de collaboration plus ou moins indirecte de part et d'autre pour pouvoir permettre donc aux uns et aux autres donc de se comprendre. En cette journée du 3 mai qui marque la célébration de la Journée mondiale de la presse, les journalistes de la région de Kaolack veulent faire entendre leur voix. Et face à ces nombreuses contestations qui ont émaillé la journée de ce lundi, qui, je le rappelle, symbolise la journée mondiale de la liberté de la presse, le directeur de la communication se veut rassurant. Nous l'avons joint et Ousseynou Dieng a axé son discours principalement sur l'assainissement du secteur des médias, la régulation de la publicité ou encore les décrets d'application du Code de la presse. Nous l'écoutons. Les acteurs de la presse ont choisi le ministère de la Culture et de la Communication, ce qui est très très symbolique, et nous nous réjouissons parce que nous avons, avec les acteurs justement, enclenché une dynamique de réforme de l'ensemble du secteur. Donc au nom du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, aujourd'hui, qui nous a mandaté d'ailleurs, qui nous a demandé d'accueillir, de les mettre dans de bonnes conditions pour leur permettre de faire le sitting. La journée de la presse, c'est vrai, il parle de la question de la liberté de la presse et nous avons effectivement des questions par rapport à toutes ces réponses. En ce qui concerne les décrets d'application du nouveau code de la presse, sur ça, effectivement, nous sommes tout à fait à l'aise pour communiquer et échanger parce que le code de la presse, comme vous avez dit, voté en juin 2017, promulgué en juillet 2018, ce code, il est opérationnel. Effectivement, les décrets d'application sont signés, en tout cas pour l'essentiel. Alors, parmi ces textes d'application, il y a ce qu'on appelle le Fonds d'appui et de développement de la presse, qui a été signé depuis le 27 janvier 2020, qui va remplacer l'aide à la presse. Et ce fonds-là, nous comptons effectivement non seulement sur le budget de l'État, mais d'autres ressources qui vont venir effectivement de la réforme du secteur, par exemple sur la publicité, par exemple des redevances perçues à travers
les autres activités de la chaîne de valeur. L'autre texte d'application, c'est l'assainissement du secteur. L'assainissement a trois grands volets. D'abord, la fonction de journaliste, le métier de journaliste. Ensuite, les entreprises de presse et bien sûr les écoles de formation que nous comptons faire avec les ministères en charge de la formation et de l'enseignement supérieur. Actuellement, le texte qui reste, j'allais même dire les deux textes qui restent, c'est la publicité. La publicité, la loi date de 1983 et effectivement, nous envisageons de la réviser. Au moment où je vous parle, nous attendons le premier draft qui va être discuté durant le mois à venir. Et nous espérons qu'effectivement ce code-là va définitivement changer le cadre, le marché publicitaire au Sénégal. Et nous nous sommes aussi rendus dans une école de formation en journalisme. Est-ce que le métier fait toujours rêver, considérant les nombreux manquements? Des étudiants au CECI ont répondu par un oui. Comme quoi, la passion résiste à tout. Voyez ce reportage de Mamadou Dia. Centre d'études des sciences et techniques de l'information. 10h45. Les étudiants appellent au rassemblement dans la cour de l'école. Destination, le sit-in de la presse. Ils veulent être au premier rang. Elles sont nombreuses les dérives notées dans le milieu des médias. Paul Dacosta discute avec ses camarades. Selon lui, la perception du journalisme n'est pas bonne. Je vois qu'au Sénégal, le journalisme est un métier qui, de plus en plus, se détériore. Les gens ont une mauvaise image du journalisme. C'est un métier qui ne fait pas rêver de plus en plus. Abdourachat Moussa, lui aussi, échange avec ses camarades. Cet étudiant en deuxième année décrit une situation dégradante du journalisme. L'état des lieux est vraiment déplorable. C'est déplorable et nous le remarquons tous. Les différentes dérives qui sont enregistrées à l'endroit des journalistes. Nous l'avons vu dans le cas spécifique du Sénégal avec l'affaire qui a secoué le Sénégal pendant le mois de mars, l'affaire Adji Sarr Sonko. Comment les journalistes ont été à la limite foulés aux pieds par des autorités de ce pays. En tant qu'étudiant en journalisme, cela ne nous encourage pas du tout. Cette étudiante appelle au respect des règles. Une fois la formation terminée, faire mon travail comme il se le doit et respecter les règles éthiques et déontologiques du métier. Tout de même, nos interlocuteurs sont optimistes pour un avenir meilleur. J'en ai fait un sacerdoce en fait. Je veux devenir journaliste et plus tard peut-être redorer ce blason-là en fait. Nous restons persuadés qu'à l'avenir, des efforts seront faits, des efforts sont en train d'être faits pour que l'état des lieux s'arrange. Malgré les dérives notées dans la presse, ces étudiants en journalisme se disent prêts à poursuivre leur formation. Leur souhait, redonner au journalisme son lustre d'antan. Merci Mamadou Dian. L'autre actualité de ce lundi nous emmène sur l'avenue Léopold Sédar Senghor, en centre-ville, bloquée dans la matinée durant plusieurs minutes. D'anciens soldats invalides ont voulu marcher jusqu'au palais de la République pour rencontrer le président Macky Sall. La manifestation a aussitôt été contenue par la police et Ahmed Adamassi, le porte-parole de ces anciens soldats invalides. Cherté de la vie, les coups dépassent. On est obligé à descendre pour en parler, pour réclamer nos droits. Parce que ce sont nos droits les plus absolus. Parce que là, derrière, vous voyez, c'est des jeunes de rien du tout qui ont perdu leurs jambes à l'âge de 19 ans, 20 ans. Et jusqu'à présent, on ne peut pas joindre leurs deux bouts. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout juste pour revenir, pour parler au gouvernement sénégalais, à l'État, de faire marche arrière et de revoir nos pensions. Parce que si vous voyez, on a des pensions dérisoires. Ces pensions sont dérisoires au coût à l'actuel de la vie. Si vous voyez ces pensions par rapport à ce que perçoit la fonction publique, c'est dérisoire. Donc on est censé descendre pour battre le macadam, pour réclamer nos droits. On a conclu avec le préfet, le gouverneur du palais et le sous-préfet. C'est tout juste de leur laisser le temps de voir les choses. Si c'est écrit noir sur blanc, ils vont régler le problème d'ici un mois. Mais d'après nous, on ne peut pas attendre si c'est 2 mois. Ce qu'il y a à dire, pour ça, on est en train d'attendre. Si 1 semaine, 2 semaines, s'il n'y a pas de changement, on est obligé de passer à la vitesse supérieure.
Et c'est une annonce de Macky Sall, le recrutement de 5000 agents enseignants au titre de l'année scolaire 2020-2021. Les candidats déjà formés seront immédiatement mis à la disposition des inspections d'académie, les autres envoyés dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Mohamedou Moustapha Diane est le directeur de la formation et de la communication. Explication. Une fois que les 5000 sont sélectionnés, il ne sera pas nécessaire que les Sénégalais, les candidats qui disposent de diplômes professionnels là, soient formés, parce qu'ils ont déjà le diplôme. Cela, on les mettra à la disposition des IA et des IF pour affectation. Maintenant, il restera les candidats qui seront sélectionnés sur la base de diplômes académiques. Ces candidats-là ont besoin de formation, puisque pour préserver la qualité dans le recrutement, nous avons décidé pour ceux qui vont à l'élémentaire, c'est-à-dire les 3650, ceux-là vont être formés par les CRFP pendant 3 mois, juillet, août, septembre. Ensuite, ils vont en stage d'immersion. En décembre, ils reviennent pour une session de formation. En avril, ils reviennent pour une autre formation. Et à la fin d'année, ils vont se présenter donc au certificat de fin de stage pour évidemment avoir le premier diplôme professionnel. Donc, c'est les 2 scénarios. Donc, ce qui veut dire que nous avons tenu à préserver la qualité dans le système éducatif. Macky Sall a également promis de l'emploi aux jeunes chômeurs. À Rufisque, au total, 5000 emplois sont prévus. Une assurance des collaborateurs du chef de l'État dans le département. Et voici Mbaye Ndiaye, ministre d'État, au micro de Babacar Seck. Le pays ne peut être émergent qu'à travers la prise de responsabilité, de conscience civique et patriotique de sa jeunesse. Et aujourd'hui, cette population de la jeunesse de Rufisque, qui a répondu à l'appel de l'honorable Salam Gueye, est un événement qu'il faut prendre en charge. Vous devez vous rassembler en une association de prise en charge de réponse à l'appel du chef de l'État, le président Macky Sall, pour prendre à bras le corps la recherche d'emploi, mais ce ne sera pas une recherche d'emploi, mais une offre d'emploi. Un des Sénégalais de Rufisque a offert aujourd'hui 1000 emplois à la jeunesse de Rufisque. Quelle histoire! Et je pense que c'est en croyant en soi-même à ses possibilités de démystifier la question de l'emploi qui était réservée, en tout cas depuis longtemps, qu'à ceux qui ont un parchemin, n'est-ce pas, un diplôme. Le diplôme le plus important, c'est la prise de conscience. C'est la prise de responsabilité civique, c'est la prise de responsabilité patriotique qui se dit que oui, je serai quelqu'un ici au Sénégal et à partir de ce Sénégal-là, je pourrai non seulement demander un emploi, mais servir des emplois. Et dans le reste de l'actualité, le décès du fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, survenu aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis fin mars des suites du coronavirus. Son portrait dans ce journal signé Martha Ringer. Le fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, est décédé ce matin à l'âge de 93 ans. L'homme de presse est mort à Paris, où il était hospitalisé des suites d'une contamination au Covid-19. Ce natif de l'île tunisienne de Djerba a lancé le journal panafricain, au lendemain des indépendances de 17 pays africains. Au cours de son histoire sexagénaire, le journal a connu 4 attentats, ou tentatives d'attentats. Né en avril 1928 en Tunisie, pays sous protectorat français, ce fils de commerçant avait œuvré pour l'indépendance et fait partie du gouvernement de Habib Bourguiba en tant que secrétaire d'État à l'information en 1956-57. Engagé pour la cause du tiers-monde, Béchir Ben Yahmed a rencontré et parfois interviewé de très grandes personnalités du monde politique, Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, Mehdi Ben Barka, Che Guevara, Fidel Castro. La liste est longue. En 2007, le journaliste franco-tunisien quitte la direction du journal et passe la main à ses fils et au directeur de la rédaction, François Soudan. Ces petits billets qu'il écrivait à l'encre verte devenaient plus que des instructions, des ordres, mais aussi source d'inspiration. L'homme s'en est allé, son encre ne séchera pas.
La page des sports présentée comme tous les lundis par Pape Malik Diop. Bonsoir Pape Malik et bienvenue. Bonsoir Armand. Nous démarrons cette page des sports avec du basket. C'est pour parler du basket, oui, c'est pour parler du projet de réforme des textes qui provoque la colère de Pathé Keïta, membre du CRBS. Tout à fait. Et il y a deux interdictions en tout cas qui énervent beaucoup le président de Guédiawaye Basket Academy. D'abord, l'interdiction à un président de club d'être en même temps président de la fédération et celui concernant l'arrêt aussi de limitation des mandats. Et pour le président de Guédiawaye Basket Academy, Maître Babacar Ndiaye et son équipe sont en train tout simplement, depuis leur arrivée à la tête du basketball sénégalais, d'instrumentaliser les textes en leur faveur. Et il estime que ce projet de la violation est de trop, et la convergence pour la renaissance donc du basketball sénégalais compte saisir toutes les autorités et les instances compétentes pour, dit-elle, saisir la balle au rebond. Présent, championnat local Ligue 1 et Ligue 2. C'était la reprise ce week-end un peu partout au Sénégal et le spectacle était bien au rendez-vous lors de la 14e journée. Effectivement, c'est donc repris pour les 13 journées qui vont suivre pour la deuxième moitié de la saison en Ligue 1 comme en Ligue 2. Et pour la reprise en Ligue 1, notez bien que tout simplement Teungueth FC a été battu face à Casa Sport. C'est la surprise générale, il faut le dire, puisque Teungueth était un petit peu invaincu depuis le début de cette compétition, et c'est Casa Sport qui vient donc battre Teungueth FC. De l'autre côté, Pikine aussi a pris les devants et recolle au niveau du tableau d'affichage au moment où Jaraaf va rattraper tout simplement la prochaine journée, puisqu'ils étaient en compétition africaine, et pour cette journée ils ont donc été zappés, une journée qu'ils vont rattraper la semaine prochaine. Le tour d'Europe des Lions à présent, Pape Malik. Tout à fait. En France, on démarre avec Moustapha Nam qui marque et délivre donc une passe décisive avec Paris FC, son club donc en France. Au même moment, les Massans Pape Matar Sarr et Mohamedou Lamine Gueye sont décisifs aussi avec leur club. Sadio Mané, par contre, en Angleterre, n'a pas pu disputer le derby britannique face à Manchester United. Et Alassane Dao et Mambiram Diouf, de leur côté, ont été corrigés ce week-end. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. C'est en France d'abord où nous débutons ce tour d'Europe des Lions. En plus de s'imposer comme un taulier, Pape Matar Sarr se met également à marquer des buts. Il a inscrit ce week-end son 3e de la saison, de même que Mamadou Lamine Gueye qui avait ouvert le score sur une passe décisive de Pape Ndiagayad. Ibrahima Niane était également de la partie. Nîmes et Reims se sont quittés sur le score de 2 buts partout. John Lopi et Boulaye Dia étaient titulaires mais n'ont pas marqué, contrairement à Moussa Koné qui avait réussi à redonner l'avantage aux Nîmois dans le dur. Depuis quelques semaines, Youssouf Sabaly et Bordeaux ont quasiment assuré le maintien grâce à leur victoire face à Rennes d'Alfred Gomis 1-0. C'est dans la difficulté que la Saint-Etienne et Pape Abou Cissé sont allés s'imposer à Montpellier 2-1. Avec Idrissa Gana Gueye et Abdoul Ahad Diallo, le PSG s'est relancé en battant Lens 2-1. Un match fou entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco. Fodé Ballo-Touré a pris part à la défaite des Siens 3-2, mais Crépin Diatta reste toujours à l'infirmerie en Ligue 2. Paris FC a battu Toulouse 3-1 avec un but et une passe décisive de Moustapha Nam, désigné d'ailleurs homme du match. En Angleterre, le derby britannique entre Manchester United et Liverpool de Sadio Mané ne s'est finalement pas joué pour cause des supporters mancuniens ont envahi le terrain pour demander le départ des propriétaires. Chelsea et Edouard Mendy ont battu Fulham 2-0 en attendant la réception du Real de Madrid en Ligue des Champions. Cheikhou Kouyaté avec Crystal Palace a subi la foudre citoyenne avec une défaite à domicile 2-0. En Serie A, Naples et Kalidou Koulibaly ont été ralentis par un nul, un but partout face à Cagliari. Entré en cours de jeu, Keita Diaobaldé a participé à la victoire de la Samp face à la Roma 2-0 en Turquie. Pour terminer, Fatih Karagümrük et Alassane Ndao ont été lourdement battus par Konyaspor 5-1. Une correction presque similaire a été aussi infligée à Mambiram Diouf et Atayaspor par Besiktas 7-0. Merci beaucoup, cher Diop, pour le tour d'Europe des Lions. Et nous restons justement en Europe, Pape Malik, ce mardi et mercredi. L'on va connaître l'affiche de la finale de la Ligue des Champions à l'issue des demi-finales retour. Tout à fait. Est-ce qu'on aura une finale 100% anglaise? Ça reste à voir, puisque ce mardi, d'abord, Manchester City va recevoir le Paris Saint-Germain. Et rappelez-vous du score de la manche aller, c'était bien les Citizens qui étaient balayés et qui étaient allés battre le Paris Saint-Germain 2-1
au Parc des Princes et Kylian Mbappé et consorts vont donc essayer de retourner la situation en Angleterre pour essayer de faire tout simplement une deuxième finale d'affilée en Ligue des Champions. Et ce mercredi, de leur côté, Chelsea et Stamford Bridge vont recevoir le Real Madrid de Zinedine Zidane. À la manche allée, les deux équipes s'étaient neutralisées, un but partout. Et donc, le suspense demeure dans tous dans les deux parties, ou bien dans les deux rencontres qui vont donc avoir lieu ce mardi et mercredi, toujours à suivre sur la 90.3 de Manouchkaba. Merci Pape Malik pour toutes ces informations des sports. Et ça en est également tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un merci aussi à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV, les programmes continuent. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dans le 1945.